Questa sera abbiamo con noi un ospite eccezionale, la signora Ruth Fayon, una delle ultime testimoni dell'orrore dell'Olocausto. Benvenuta signora a Caritas Insieme. La sua decisione, dopo tanti anni di silenzio, di parlare della sua esperienza ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento. Parlare di queste cose, testimoniarle, è un grosso regalo che lei sta facendo alle nuove generazioni. Che cosa l'ha spinta a farla? Ce n'est pas une histoire très facile. Pendant 30 ans, nous n'avons pas pu parler. D'abord, on avait peur qu'on ne peut pas nous croire. C'était presque inimaginable ce que nous avons vécu. Et la deuxième chose, la deuxième raison pourquoi on n'a pas parlé, on ne nous a même pas posé des questions. Ce qui était encore pire parce qu'on a pensé que ça n'intéresse pas le monde. Ce qui a permis aux négationnistes de prétendre que ça n'existait pas. J'ai commencé à parler grâce à un professeur de classe de mon fils. C'est presque une anecdote, qui parlait dans sa classe de Primo Levi. Vous avez certainement lu le livre de Primo Levi, qui savait un des uniques, qui savait trouver les mots et exprimer effectivement nos souffrances et tout ce que nous avons vécu dans ces livres. Ce professeur a expliqué ça aux jeunes dans sa classe où il y avait mon fils. Et le professeur pose la question, est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de la dernière guerre, tout ce qui s'est passé? Et mon fils a levé la main. Il a dit, monsieur, ma mère était déportée. Ce que le professeur ne voulait pas croire, il dit, mais ce n'est pas le moment de faire des blagues. Et mon fils a dit, non, ce n'est pas une blague, ma mère a un numéro sur les bras. Le professeur, naturellement, est tout surpris. Il voulait faire ma connaissance. Il voulait m'inviter dans sa classe pour parler, ce que j'ai refusé. Je ne savais pas comment me mettre devant une classe des enfants de 14-15 ans s'ils ne savaient rien de la dernière guerre, ni de la déportation. C'est difficile de se mettre tout d'un coup à parler. Mais par ce professeur, il m'a fait beaucoup de publicité, il m'a invité dans les autres écoles. Et j'ai commencé, je me suis dit, il faut lutter contre l'oubli. Quello che le persone della mia generazione hanno saputo era anche grazie al libro di Anna Frank. Il diario di Anna Frank credo che abbia segnato un po' l'adolescenza delle ragazze nate dopo la guerra. Come ha vissuto questo rapporto con la ragazza famosa ma che in fondo impersonificava le donne e tutte le ragazze che sono passate da Bergen-Belsen? Avec Anne Frank, j'ai une seule chose en commun. Elle est morte à Bergen-Belsen 2 semaines avant notre libération. J'étais dans le même camp. Naturellement, je ne connaissais pas son existence. On était assez partagés. Nous, on est venus d'Auschwitz et de Hambourg où on travaillait. Et il y avait plusieurs camps. Nous, on était plutôt un camp de Tchèques, de Tchécoslovaquie. Bon, le rapport avec elle, naturellement, le livre d'Anne Frank, j'ai lu beaucoup plus tard, même pas là-bas, certainement pas, et son journal était trouvé aussi trop tard pour expliquer tout ça. Elle avait une seule chose, pas une seule chose, plusieurs choses, cette joie de vivre. C'est ça ce qui nous a sauvés peut-être aussi, beaucoup. Si la santé nous était donnée et naturellement la possibilité de survivre avec difficulté, parce qu'à Bergen-Belsen, j'ai attrapé le typhus et j'étais plus de l'autre côté que de ce monde. Ma torniamo indietro di qualche anno, di quel giorno in cui lei e la sua famiglia è stata deportata. Cosa ha vissuto allora? Vous savez, en 1939, ont commencé les lois anti-juifs en Tchécoslovaquie, partout d'ailleurs. Quand les Allemands ont occupé Prague aussi.
Mais avant d'occuper Prague, nous, on habitait dans les Sudètes, dans la partie des Sudètes de Tchécoslovaquie qui était occupée déjà en 1938. Il fallait fuir, alors on fuyait à Prague, déjà avec un petit rien du tout. Les lois anti-juives, c'était de porter l'étoile, de ne pas même rentrer dans un autobus. Et si on pouvait rentrer dans un autobus ou tram, c'était les derniers carreaux. Et s'il y avait un Allemand, on a préféré, ça veut dire allemand, mais en uniforme, on préférait de sortir pour ne pas être attrapé ou même battu. Il y avait beaucoup de choses, les lois anti-juives. On nous a tout pris, l'or, l'argenterie, tout ce qui avait de la valeur. On s'attendait à la déportation parce que en 1941, déjà, ça commençait les premières déportations vers un ghetto qui est à 60 km éloigné, ça veut dire de Prague. C'était au centre de la Tchéquie. Quand on nous a dit qu'on va dans un camp de travail, vous savez, l'être humain veut toujours croire que c'est vrai ce qu'on vous dit, parce qu'on ne peut pas s'imaginer le mal que les hommes sont capables de faire. On ne veut pas et on ne peut pas s'imaginer ça. Alors nous avons reçu la convocation le soir pour se présenter le lendemain. On s'attendait qu'on sera déporté sans savoir où on va. Secret complet. On ne savait même pas où on va. On nous a dit dans un camp de travail. Bon, puisqu'on est toute la famille ensemble, on prenait ça encore avec un peu plus de, je ne vais pas dire optimisme, mais avec beaucoup plus d'espoir qu'on ne peut pas nous faire du mal. Pourquoi nous faire du mal? On est des êtres humains comme tout le monde. La seule différence, c'est notre religion. C'est tout. Bien, on s'est présenté avec une petite valise. 20 kilos, c'est tout ce qu'on nous a permis. Et de là, de ce palais d'exposition, comme je peux appeler ça, on nous a mis le lendemain dans un train. Et dans un train, bon, c'était les wagons des bestiaux. Et arrivé à Bohušovice, ça c'est la ville qui est avant Theresienstadt, ça c'est cette station, descendu, pris notre valise et on est rentré dans les ghettos. Et ce ghetto, qui s'appelle Theresienstadt, c'était une ville de garnison où habitaient 10 000 personnes, où il y avait des casernes. On dirait que c'était fait pour un ghetto, parce que c'était entouré de murailles. C'était une ville de garnison. Des soldats étaient dans les casernes, merveilleusement bien, avec des grands portails. On pouvait bien garder ce ghetto. Oui, mais où habitaient 10 000 personnes qui étaient délogées, parce qu'on a vidé les camps pour nous. Parfois, il y avait entre 80 000 et 120 000 personnes. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il manquait beaucoup. D'abord la nourriture, l'hygiène, la place. On a tout accepté, difficilement. Quali erano i sentimenti di una bambina, di una giovane ragazza in tutta questa confusione? Il faudra que je retourne un peu vers une mentalité et un niveau culturel de presque tous qui étaient internés. Nous avons eu des merveilleux musiciens, nous avons eu des acteurs, nous avons eu des intellectuels, on avait tout. Pour lutter contre tout ça, ça veut dire tout simplement par la culture, on a créé un orchestre, on a créé des théâtres, on a créé des opéras, sans décoration naturellement. D'abord c'était caché, parce que les Allemands ne nous ont pas laissé faire ça. Mais après, ils sont venus, pour les essais, sont venus écouter les opéras, parce qu'on avait des merveilleux chanteurs, et comme je dis, des merveilleux musiciens. À 15 ans, on a une chance.
on prend les choses un peu plus légèrement. Plus légèrement, aussi longtemps que vous êtes avec votre famille et avec des autres amis qu'on pouvait voir en attendant dans un petit bol notre nourriture les matins, à midi et le soir. La nourriture, si je dis, c'était un bol d'une couleur noire. Si c'était du thé ou café, je ne peux pas vous dire. Et à midi, un bol de soupe dans lequel flottaient quelques morceaux de navets. Le soir, à peu près la même chose avec un morceau de pain. Ça, c'était notre chose. Alors même en faisant la queue pour les choses, on pouvait voir. Je pouvais voir mon papa. Je pouvais voir certaines connaissances parce que les femmes et les hommes étaient naturellement séparés. Oui, de nouveau, je me répète, pour vous dire, on ne pouvait pas s'imaginer le mal qui nous attendait encore. E dopo questa prima esperienza in questo ghetto, cosa è successo? Nous sommes restés 18 mois, de août 42 jusqu'à décembre 43. Nouvelle convocation de nous présenter dans un endroit. On nous a entassés de nouveau dans les trains à Bestiaux. Direction inconnue. Aucune idée, pas un mot, qu'est-ce que c'est Auschwitz. Personne ne savait qu'est-ce que c'est. Personne ne savait où on va. Mais entassés dans ces trains de Bestiaux, c'était très difficile. On était collés un sur l'autre, enfermés naturellement quand on fermait. Il n'y avait pas la lumière, il y avait une petite lucarne en haut où on ne pouvait même pas voir où nous sommes ni qu'est-ce que nous passons. Mais un seau d'eau, un seau avec de l'eau, un autre seau pour nos besoins. C'est tout. Si on était comme ça enfermé un jour ou 2 jours, je ne peux pas vous dire. Parce qu'on n'avait pas de montre, on n'avait aucune notion de temps. Jusqu'à un jour, quand nous sommes arrivés, le train s'arrêtait. C'était le soir. La porte du train, ça veut dire du wagon, s'est ouverte avec des cris. Et on criait Raus, Raus, dehors. On a vu des hommes SS, on a vu quelques hommes en habits rayés. Et tout le monde criait. Tout le monde criait parce qu'on ne savait pas. On séparait de nouveau les hommes des femmes. La plus belle chose était quand ces hommes en habits rayés laissez vos bagages. Il n'y avait pas beaucoup de bagages. On avait une petite valise ou un sac de 20 kilos. Laissez tout ça, ça vous sera délivré après, comme dans un bon hôtel, n'est-ce pas? De nouveau. On nous a mis lentement en marche par 5, toujours par 5 personnes. On commençait à marcher pour l'entrée dans les camps. Pourquoi par 5? Parce qu'on compte beaucoup plus facilement par 5, toujours. Une marche jusqu'à on est rentré dans un camp. On ne voyait pas tout de suite, quand nous sommes arrivés, qu'il y avait des fils barbelés électriques, rien, parce on était éblouis par les réflecteurs. Dans ces camps que nous sommes rentrés, on a vu des baraques. On est rentré dans une des baraques. Je dis, on était quand même séparés, il y avait par groupe, parce que pas tout le monde pouvait rentrer dans une baraque, il y avait plusieurs. Et à peine qu'on a pu trouver une petite place sur ces lits à trois étages superposés, on nous a demandé de ressortir et on nous a dirigés vers une autre baraque. Dans cette autre baraque, il y avait des femmes polonaises, c'était des femmes prisonnières, qui nous ordonnaient
de nous déshabiller et jeter les habits de côté. Toutes nues. On a jeté nos habits, on est là, et en même temps, on nous a distribué des autres habits. Ça veut dire, pour vous expliquer pourquoi il fallait se déshabiller, dans les habits, dans les coutures, on peut cacher de l'or, on peut cacher de l'argent, on peut cacher des pierres précieuses, ce que beaucoup de gens ont fait. Et alors, pour que les Allemands contrôlent ce que nous avons eu, alors il fallait donner tous nos habits. Les vêtements qui étaient déjà contrôlés, on nous a distribués après. Si c'était trop petit, trop grand pour moi, c'était égal. Pour ma mère, elle avait un manteau qui était 3 fois trop grand pour elle. Et c'était en décembre 1943. Il faisait très froid. Mais nous, on n'avait pas froid. On n'avait même pas le droit de nous plaindre. Nous, avec ma sœur, oui, on s'est regardé, mais on n'avait même pas ni le temps, ni la pensée d'avoir ni pitié, ni rien, parce qu'on était tous, on était 1500 personnes. Ce qui était beaucoup plus difficile pour nous, après, de ce carnaval, qu'on appelait ça. Parce que les habits, c'était ridicule ce qu'on nous a donné. On nous a menés de nouveau dans une autre baraque, où on nous a enlevé complètement toute notre identité. On est devenus des numéros. On nous a tatoués. On a perdu notre nom. Je crois que ça c'était pire che tu. Guardando adesso il suo braccio, il suo numero 71503, qualche cosa che è stato così doloroso per lei allora e che diventa in fondo per me adesso che la guardo qualche cosa che le rende aver sopravvissuto questo, testimoniare questo, è qualche cosa che è di una dignità talmente grande che mi commuove anche. Come ha portato questo numero tutta la sua vita? Oui, on me pose très souvent la question pourquoi je n'ai pas enlevé les numéros. Je n'ai pas honte de ces numéros. Je laisse la honte à ceux qui m'ont fait ces numéros, qui m'ont donné ces numéros. Parfois c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi j'ai un numéro. Ils me demandent si c'est mon numéro d'immatriculation de ma voiture, si c'est mon numéro de téléphone. Et c'est ça ce qui est terrible. Vous voyez, je vous ai dit, je lutte contre beaucoup d'ignorance. Je n'ai pas honte de porter ces numéros, mais parfois c'est difficile.